Carte sur table. Une émission proposée par Hype FM. À la veille du Noël arménien, Recep Tayyip Erdogan était l'invité d'Emmanuel Macron à l'Élysée. Mais le sapin de Noël était déjà retiré à l'entrée du palais présidentiel et les deux chefs d'État ont discuté d'autres sujets que les raisons de la célébration du Noël le 6 janvier par les Arméniens. Ces Arméniens encore qui veulent être pris en considération même à l'occasion d'une rencontre entre deux chefs d'État alliés au sein de l'OTAN et qui ont aujourd'hui d'autres soucis qu'une frontière fermée, qu'un blocus économique, un génocide et sa négation. Mais il n'y a pas que les Arméniens et ces Kurdes alors qui exigent la vérité sur l'assassinat des 3 de leurs militantes, assassinées à Paris il y a tout juste 5 ans, mais aussi les défenseurs des droits de l'homme qui subissent la répression qui rappelle quelques pratiques du communisme soviétique et qui veulent eux aussi se voir défendre. Des choses semblaient avoir été dites en tête-à-tête entre les deux chefs d'État, mais cette visite avait ses autres priorités que nous tenterons d'analyser aussi durant ce quart sur table avec Guillaume Perrier, journaliste spécialiste de la Turquie, co-auteur du Fantôme arménien avec Laure Marchand et surtout actuellement auteur de Dans la tête de Recep Tayyip Erdogan, donc aux éditions Solin Actes Sud. Nous serons avec Frédéric Ancel, spécialiste en géopolitique, qui vient lui aussi de publier un livre, Mon dictionnaire géopolitique, qui sera avec nous par téléphone. Et nous sommes accompagnés par les deux coprésidents du CCF, Arat Oranian et Mourad Papazian, qui en plus de l'analyse nous apporteront le point de vue arménien sur cette rencontre Macron-Erdogan et nous parlerons également des actions du CCAF pour 2018 et le dîner annuel du 30 janvier prochain à Paris. Alors cette visite, messieurs, ne semblait pas être au programme de longue date. Qu'est-ce qui s'est passé, Guillaume Perrier, pour que très rapidement Erdogan a débarqué à Paris? On ne sait pas trop, mais ça a été annoncé au dernier moment. Effectivement, l'annonce de cette visite s'est faite en pleine période de vacances scolaires, un moment où l'activité politique était ralentie, et donc ça a pris de court un petit peu tout le monde, et ça, je pense, ça a permis aux deux parties d'organiser une visite sans avoir trop de pression médiatique ou de l'opposition turque, parce que c'était d'abord ça qu'il fallait éviter, c'était d'empêcher une mobilisation trop forte contre cette visite, puisque Erdogan n'avait pas été reçu dans une grande capitale d'Europe depuis la tentative de coup d'État, ça faisait 18 mois. Il a déjà été à Bruxelles quand même. Il était à Bruxelles, oui, effectivement, mais dans un cadre un peu moins officiel, un peu moins voilà. Là, il y avait une vraie volonté de renouer une relation forte bilatérale avec la France, à un moment où la Turquie a des relations extrêmement compliquées avec les États-Unis, avec l'Allemagne. Erdogan avait besoin et a toujours besoin de la France pour retrouver un peu de son prestige sur la scène internationale. Donc c'était très important pour la Turquie de pouvoir venir faire cette visite. Et il faut bien dire aussi que le cadeau que la France a offert à la Turquie, à Erdogan, de ce point de vue-là, est un sacré coup de pouce qui est fait au régime turc. Alors, que retient le CCF de cette rencontre Macron-Erdogan? Il y a certes plusieurs volets. On va rappeler nos auditeurs que les deux présidents ont discuté des relations de la Turquie avec l'Union européenne, de la lutte contre le terrorisme, de la Syrie bien entendu. Effectivement, des droits de l'homme, on en parlera, les Kurdes et le PKK et les contrats militaires qui ont été signés. Et puis, il y a les sujets absents, ceux qui concernent Chypre et les Arméniens d'une manière particulière. Alors, Mourad Papazian, Arat Oranian, prenons les choses dans l'ordre ou commençons par les choses qui fâchent, c'est-à-dire pourquoi les Arméniens étaient absents, Mourad Papazian, de ces discussions.
Je pense que Guillaume Parier a en partie répondu à cette question, c'est-à-dire que il y avait une volonté affichée par les partenaires européens de renouer avec la Turquie, et mission a été donnée à la France. De reprendre contact avec la Turquie à un moment effectivement où la Turquie en avait peut-être besoin, où l'Europe en a besoin également. On est sur la crise des migrants, on est sur le terrorisme, sur les problématiques de sécurité qui sont extrêmement importants, sur Daesh, et donc il y a eu une volonté à un moment donné de reprendre un vrai contact officiel politique avec la Turquie. Nous, ce qui nous a extrêmement contrariés, c'est effectivement que le président de la République française a occulté des sujets qui sont des sujets importants, fondamentaux, comme effectivement la question du génocide arménien qui aujourd'hui ne semble pas être à son agenda, ou la question de Chypre, ou la question des Kurdes, ou pire, il a considéré que le PKK faisait partie des organisations terroristes, par exemple. Après, il y a un certain nombre de sujets sur lesquels il a été clair. Sur la question de l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne, le président Macron a été clair. Sur la question des droits de l'homme, il s'est exprimé. Et d'ailleurs, on pouvait soupçonner Erdogan de donner quelques petites miettes à Macron. Et d'ailleurs, il a donné. En libérant 2 journalistes. C'est important, mais c'est des miettes. C'est-à-dire qu'il donne un signal en disant « J'ai été reçu par le président de la République française qui a exprimé un certain nombre de préoccupations et d'exigences. Voilà ma réponse. » Alors attention, il a pas fait libérer des journalistes. La Cour constitutionnelle a ordonné la libération de 2 journalistes qui étaient détenus depuis plus d'1 an, mais la juridiction locale, influencés par le gouvernement, s'est opposé à leur libération. À l'heure actuelle, ils sont toujours en prison. Ils n'ont pas été libérés. Et la justice s'oppose à la Cour constitutionnelle sur ce dossier. En tout cas, le signal qui est donné, même si la réalité est celle que vous exprimez, Guillaume Parier, c'est que après la visite d'Erdogan à Paris, après l'expression d'Emmanuel Macron, il y a 2 journalistes qui vont être libérés, ont été libérés ou sont sur le point d'être libérés. Mais ça, c'est du fait de la résistance de la Cour constitutionnelle contre le pouvoir d'Erdogan. Donc c'est vraiment une... Ça, c'est encore un problème interne. Mais en tout cas, après la visite, en gros... Mais c'est des miettes. On le sait très bien, c'est des miettes. On n'a rien à faire. Du coup, c'est une visite d'image pour Erdogan. Et c'est une tentative de la part du président de la République française de jouer un rôle majeur dans l'Union européenne, un rôle moteur. Et il semblerait, d'après les informations qu'on a pu obtenir ici ou là, que c'est un accord avec Merkel. Alors, à la Toragnan, sur la même question, effectivement, le génocide arménien, c'était pas le sujet de ces rencontres, mais en tant qu'Arménien, qu'est-ce qu'on peut attendre d'une rencontre entre 2 chefs d'État dans un contexte très compliqué pour l'Europe et pour le Moyen-Orient? Oui, je suis pas tout à fait d'accord à 100% là pour le coup avec ce qui vient d'être exprimé en ce qui concerne notamment une entente qui aurait pu préexister entre les différents acteurs européens, une entente à cette visite d'Erdogan. Le déroulé, la manière dont ça s'est fait effectivement très très rapidement avec une annonce d'Erdogan en Turquie 1 semaine avant la visite, tend à montrer que ça a été quelque chose qui a été un petit peu imposé. Moi, ce qui me frappe beaucoup dans l'attitude de la France, par-delà le gouvernement actuel, et vis-à-vis de la Turquie dans le concert européen, c'est le manque total de solidarité de la France avec les autres pays européens sur cette question, et notamment en ce moment. En ce moment, nous avons en Europe, depuis 1 an, un certain nombre de pays qui ont une attitude de fermeté vis-à-vis de la Turquie. En particulier l'Allemagne, qui est quand même le leader européen, qui a des ressortissants emprisonnés en Turquie au nombre de 9 actuellement, qui a fermé la base d'Incerlik, dont les soldats se sont retirés de la base d'Incerlik en Turquie, qui a décidé d'arrêter de vendre ses armes à l'État turc depuis au moins 6 mois, depuis l'été dernier. Il y a une crise très très profonde entre l'Allemagne et la Turquie, avec une attitude courageuse d'Angela Merkel, qui s'est notamment traduite en Allemagne par l'interdiction l'année dernière de Monsieur Messoud, du ministre des Affaires étrangères, de venir faire campagne en faveur d'Erdogan au moment des élections en Turquie, alors que la France déjà à l'époque s'était montrée comme un ventre mou, en autorisant cette visite à Metz
alors qu'elle avait été interdite en Autriche, qu'elle avait été interdite aux Pays-Bas, qu'elle avait été interdite en Suisse, etc. Donc il y a une politique très très classique du Quai d'Orsay qui continue sous l'ère d'Emmanuel Macron, qui est une politique véritablement extrêmement opportuniste vis-à-vis d'Erdogan, un manque de solidarité totale pour une fois qu'il pouvait y avoir un alignement des planètes sur des questions de principe, parce que ce qui se passe aujourd'hui en Turquie, c'est quand même pas ce qui se passe en Chine. C'est-à-dire que la Chine, c'est loin, la Turquie, elle est au cœur de l'Europe. Et ce qui se passe aujourd'hui en Turquie, avec 55 000 prisonniers politiques, 55 000, plus de 100 000, 150 000 personnes qui ont été licenciées d'une manière arbitraire, quitter leur travail, pour des raisons politiques. Une véritable dictature qui prend corps en Europe, sur un État qui a une histoire qu'on connaît, qui est une histoire hyper nationaliste, violente, avec la violence intégrée dans son ADN, avec ce qui s'est passé avec les Kurdes. Enfin, cette visite, elle a quand même eu lieu il y a un an, massacrant encore des Kurdes en Turquie. Je parle même pas de ce qui s'est passé en Syrie. Moi, j'ai été extrêmement choqué, je vais vous dire, par cette visite. J'ai été également choqué par les parallèles qui ont été dressés par le président de la République entre le terrorisme de Daesh et le terrorisme du PKK. Je considère qu'on ne peut pas du tout mettre les choses sur un même plan. On ne peut pas mettre d'un côté la mouvance PKK qui est en Syrie avec le YPG, avec le PYD, et qui lutte contre Daesh, et Daesh qui est l'accident. On ne peut pas mettre ceux qui font du terrorisme et ceux qui résistent sur le terrain contre ce terrorisme, les armes à la main, en mourant s'il le faut. Faut-il rappeler Kobané? Mettre tout ça sur un pied d'égalité. Alors je sais bien qu'il y a des affaires, mais enfin sur le plan symbolique, quand d'un côté l'Allemagne décide d'arrêter de vendre des armes à la Turquie, de se retirer de la base d'Incirlik, et que la conférence de presse entre Macron et Erdogan, elle commence par une vente de missiles à l'État turc, il y a quand même un vrai problème sur le plan symbolique et politique. Je suis absolument désolé, et je pense qu'il faut qu'il y ait un moment donné, face à cette situation extrêmement grave, aux portes de l'Europe, pour ne pas dire à l'intérieur de l'Europe, parce qu'il y a aussi les visites d'Erdogan à l'intérieur de l'Europe, avec ces organisations fantoches qu'il est en train de mettre sur pied aux Pays-Bas, en France, on l'a vu avec Denk, on l'a vu avec je me souviens plus de son nom là. PEJ en PEJ, France. voilà. Etc. Donc il y a vraiment un vrai problème. Alors moi je veux bien qu'on fasse la politique de l'autruche, qu'on vende des armes, la France est en crise, on a besoin de faire du business, mais là, et à un moment donné, franchement, pour moi, la coupe a été pleine avec cette conférence. Alors, Guillaume Payet, par rapport au PKK, il faut clarifier les choses. Est-ce qu'on parle du PKK précisément? Alain Touragnan parle de la résistance contre Daesh. Est-ce que c'est le PKK ou c'est les autres Kurdes? Moi, pour connaître un peu tous ces mouvements sur le terrain, je fais pas de différence non plus entre le PKK, le PYD, les YPG. Il y a que l'écusson sur l'uniforme qui change, mais les personnes sont interchangeables et sont les mêmes. Quand on va en Syrie aujourd'hui, dans la région kurde, les 3/4 des combattants viennent de Turquie, donc et parlent en turc. Donc il y a pas de frontière pour les Kurdes dans cette zone, et c'est effectivement le même mouvement qui occupe le sud de la Turquie, le nord de la Syrie, et il y a une continuité territoriale et politique. Donc moi j'ai pas de en tant que journaliste, j'ai pas de problème avec le fait qu'on parle du PKK en Syrie, et qu'effectivement oui, c'est effectivement une organisation qui d'un point de vue factuel figure sur une liste d'organisations terroristes voulues par l'Union européenne et la France. Donc il y a qu'à réformer cette liste et la modifier si elle ne convient pas, mais elle existe, elle est comme ça, effectivement. C'est une nouveauté que d'annoncer que le PKK est une organisation terroriste? Non, je crois pas du tout. Non, simplement le fait de le rappeler, peut-être. Le fait de le rappeler dans ce contexte est effectivement significatif, et là-dessus, Emmanuel Macron est rentré tout à fait dans la tête de Recep Tayyip Erdogan. C'est le point de vue turc, c'est de toujours mettre en parallèle effectivement le risque terroriste islamiste avec le PKK. C'est ce qu'il n'a cessé de faire. Comprenons-nous bien, c'est quand un président de la République annonce que le PKK est une organisation terroriste, c'est qu'en échange, il obtient autre chose de la part d'Erdogan sur d'autres dossiers probablement. Vraisemblablement. On va le dire, la politique, c'est aussi un peu
commercer sur des dossiers. Qu'est-ce qu'on peut obtenir? Qu'est-ce que la France peut obtenir d'Erdogan dans ce la France, contexte? effectivement, la menace du PKK n'est pas du tout une menace prioritaire, et c'est vrai que quand Erdogan en parle de cette manière, c'est toujours assez surprenant, et son homologue français a toujours du mal à mettre les choses au même niveau. Mais c'est effectivement comme ça que c'est perçu en Turquie. Quand Erdogan dit oui, pourquoi vous me posez cette question-là, alors que les États-Unis ont envoyé 4000 camions d'armes en Syrie, c'est à ça qu'il fait référence. C'est effectivement au convoi d'armement envoyé par les États-Unis, aux YPG, aux Kurdes, aux forces kurdes qui ont repris la ville de Raqqa à Daesh. Mais effectivement, il y a eu un pont d'armes envoyé par Washington, et ces armes, elles risquent effectivement de se retrouver en Turquie. C'est un fait. Moi, je me suis retrouvé plusieurs fois dans des villes de Turquie avec des armes qui avaient été livrées pour la bataille de Kobané. Bon, voilà, il y a une circulation des combattants, des armes, des moyens financiers. Donc oui, il y a eu des contreparties. Quelles sont-elles? Je crois que ce qui intéresse la France, c'est d'abord effectivement le renseignement sur les groupes djihadistes, et auquel la Turquie a un certain accès. Donc oui, la Turquie a des informations, et pour cause, puisqu'il y a des liens avec un certain nombre de ces groupes, et il y a toujours, je pense, on y reviendra, mais une sorte de double jeu de la part de la Turquie dans cette région. Alors justement, le journaliste français qui a été sévèrement répondu par Erdogan posait deux questions en fait. Une des questions concernait les camions d'armes qui allaient vers Daesh, et puis la deuxième question, c'est le passage des terroristes depuis la France vers la Syrie ou l'Irak à travers la Turquie, et aussi dans le sens inverse. Donc là, Macron, il dit il y a une solidarité, il y a une coopération extraordinaire entre les deux pays sur le plan du renseignement, et c'est là que Erdogan, Murat Papazian, montre son vrai visage, comme l'indique le communiqué aussi du CCF. Il répond au palais présidentiel français comme il répondait au palais présidentiel turc, aux journalistes. Je pense que Erdogan, à ce moment-là de la conférence de presse, a exprimé devant les Français son véritable visage. Celui effectivement d'un dictateur, d'un autocrate, d'un dirigeant qui méprise effectivement non seulement les médias, mais les droits des journalistes. Mais c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Erdogan, dès qu'il est arrivé au pouvoir, il a montré son cap. Même s'il y a eu des étapes, effectivement, dans l'expression de la personnalité politique de ce dirigeant-là, il y avait un cap dès le départ. Et aujourd'hui, moi, je suis absolument pas surpris de la manière dont il gère la Turquie de manière régressive depuis plusieurs années, avec le formidable prétexte pour lui du coup d'État du mois de juillet 2016, qui lui permet de vider la Turquie de toute substance. Un cadeau de Dieu, de toute substance d'opposition, non seulement d'opposition, mais de toute substance de progrès, et de toute substance pour la Turquie elle-même. Quand on parle d'Erdogan, tous les services veulent se débarrasser d'Erdogan. Tous les services, tous les chefs d'État, tous les États, aujourd'hui, veulent se débarrasser d'Erdogan. Attendent qu'Erdogan disparaisse d'une manière ou d'une autre pour qu'il puisse construire une nouvelle relation avec la Turquie. Vous allez me dire, l'alternative qui nous est proposée n'est pas plus brillante que celle-là. N'est pas plus brillante que celle-là. Mais en réalité, j'adhère complètement au coup de gueule d'Ala Toranian. Mais ce n'est pas nouveau. On n'attendait pas d'Erdogan un comportement différent. Et on n'attendait pas en réalité, soyons très clairs entre nous, de la part d'Emmanuel Macron, un comportement qui soit un comportement offensif publiquement vis-à-vis du dirigeant turc. Parce que si Emmanuel Macron a accepté que cette visite puisse s'organiser à la va-vite, dans les fêtes, etc., c'est qu'il y avait des choses à négocier avec le dirigeant turc, avec Erdogan. Et les choses à négocier ont été négociées, je ne sais pas comment, avec quel succès, plus tard, sous quelle forme, etc. Mais il était clair que l'expression publique, derrière avec la conférence de presse, n'allait pas être une expression antinomique des deux dirigeants. Absolument pas. C'est-à-dire, on peut très bien, et j'adhère à 100% à ce qu'a dit Alain, dire ce qu'on dit depuis des années et des années sur la Turquie, et on le redit, et sur la manière de gérer la relation avec la Turquie. Mais d'autre part, soyons très clairs, aujourd'hui, il y a un besoin de l'Europe en général. Aujourd'hui, c'est la France qui est en pointe,
de gérer ses relations avec la Turquie sur la question des migrants, du terrorisme, de la sécurité de l'Europe, etc. Ce sont des faux mais semblants. Ara, On n'a pas besoin de la Turquie pour gérer la crise c'est pas toi des qui es migrants. ministre des Affaires étrangères, ni moi. Mais moi, je peux dire C'est- quand même, donner Non, mon analyse. mais évidemment, mais il y a l'analyse et il y a le point de vue. Sur le point de vue, rien ne nous sépare, on a le même point de vue sur la manière dont il faut gérer la relation avec la Turquie, être plus strict, être plus sévère, être plus exigeant, etc., etc. Et puis il y a la réalité diplomatique aujourd'hui qui conduit effectivement un Quai d'Orsay dans une continuité politique de pouvoir en pouvoir à tenter de gagner effectivement, Oui. de maintenir la Turquie dans le camp européen. Alors, Alain Toragnan, juste pour... Non, moi, je crois que ce sont effectivement des arguments. Parce que j'entends. C'est pas mes arguments, Non, c'est mais on essaie de. Non, mais ce sont des éléments de langage utilisés par notamment la Turquie, qui essaye de se vendre au mieux en expliquant qu'elle est incontournable sur la question des migrants. C'est ce qu'a expliqué Erdogan. Qu'elle est effectivement incontournable sur la question de la lutte contre le terrorisme. Enfin, qu'elle est un acteur absolument incontournable. Libre ensuite au Quai d'Orsay ou à d'autres États d'entendre ces arguments, d'en faire leur miel ou pas. D'autres pays ont compris que ces éléments de langage ne correspondaient pas à une véritable réalité, qu'ils étaient contestables. D'ailleurs, on peut s'interroger sur la question des migrants, sur le fait de savoir si effectivement l'Europe c'est un aspect intéressant pour l'Europe de devoir se remettre à un pays comme la Turquie pour gérer l'affaire des migrants. Quand Erdogan pleure sur l'affaire des migrants en expliquant que la Turquie a dépensé je ne sais combien de milliards pour leur venir soi-disant en aide, il faut quand même savoir que le prix de cette aide sur les migrants, elle est essentiellement payée par les municipalités kurdes. Ce sont elles qui payent l'aide aux migrants, qui organisent le soutien, l'aide humanitaire, etc. Or, pour la Turquie, la question des migrants qui sont essentiellement envoyés vers le sud-est, elle a un intérêt très très clair, y compris par rapport à la question kurde. Elle est de contrebalancer la démographie dans cette région pour faire venir, pour injecter des sunnites syriens qui seront qui peuvent constituer une base électorale intéressante pour Erdogan, contre le mouvement kurde. Donc c'est véritablement ce qui est, en réalité, cette gestion de la crise des migrants, elle sert les objectifs nationalistes de la Turquie. Il faut quand même le savoir. Et puis l'Europe, depuis la crise syrienne, elle s'est quand même un peu organisée aux frontières. Elle a beaucoup moins besoin de la Turquie qu'il y a 3 ans, il y a 4 ans, quand elle a été confrontée à une vague de submersion. Enfin, appelons ça comme ça, même si le terme est un petit peu exagéré. Et puis, il y a aussi nos propres égoïsmes par rapport à cette question des migrants. Peut-être qu'on pourra aussi en accueillir un petit peu plus. Donc tout ça se renvoie dans une espèce de logique qui est véritablement, je dirais, extrêmement basée sur des faux semblants, extrêmement restrictive sur le plan de l'ouverture politique qu'on pourrait avoir, et qui sert en fin de compte le nationalisme turc, comme le nationalisme turc sert à la fin le nationalisme des pays européens. Et l'extrême nationalisme des pays européens. Donc là, on se renvoie la balle. Et je ne pense pas que la position de Macron dans ce contexte-là ait été très opportune et intelligente, y compris par rapport à ses propres valeurs et y compris par rapport à sa politique. Je ne pense pas qu'ils aient véritablement réfléchi à une politique de l'État turc. Le nouveau gouvernement français s'est mis dans les pas du précédent et de celui qui était encore avant, d'une manière générale, et dont l'attitude est dictée par la position classique du Quai d'Orsay, qui est une position extrêmement cynique et opportuniste et d'un pragmatisme effectivement qui confine au cynisme avec les autorités turques. Et ça, on sait très bien, ça fait 100 ans que ça dure, ça continue, c'est inadmissible. Il y a un moment donné, il faut que ça change. Guillaume Perrier. Je crois que cette conférence de presse entre Erdogan et Macron, elle traduit quand même une forme d'impuissance de la part du pouvoir français. On l'attendait quand même beaucoup plus ferme. Moi, je suis pas d'accord trop avec Mourad Papazian sur ce point-là. On l'attendait beaucoup plus ferme sur la question des droits de l'homme. Il en avait d'ailleurs annoncé la couleur la veille en parlant des journalistes. Donc, on attendait quelque chose d'un peu plus fort. On se souvenait de Poutine à Versailles, où il avait quand même dit les choses de manière plus ferme. À l'inverse, il y avait Sisi qui avait été quand même une visite assez honteuse de ce point de vue-là. Donc là, il a ménagé la chèvre et le chou. Il a fait moins virulent qu'avec Poutine, mais un peu plus qu'avec Sisi. Donc
qu'on a fait une espèce d'entre-deux pour des questions de communication politique, mais effectivement, la réaction quand Erdogan fait la démonstration par A plus B de sa conception de la liberté de la presse face à un journaliste français qui lui pose une question, je trouve que la réaction de Macron est pour le moins légère. Cette petite phrase un peu sur le ton de la plaisanterie, on parle de 150 confrères qui sont en prison, certains depuis plus d'1 an et demi. Donc la question a quand même une certaine gravité qui n'est pas à prendre à la légère par une forme de pirouette au cours d'une conférence de presse. Donc je crois que là-dessus, ça a clairement, le discours a clairement manqué de fermeté. Pour revenir sur la comparaison qui est faite avec l'Allemagne, il y a effectivement une différence d'approche radicale et je pense que Macron prend aussi clairement le contre-pied de l'Allemagne pour essayer d'incarner un certain leadership européen. Et ça, Erdogan a tout à fait compris. Là, de ce point de vue-là, il a cette intelligence politique. Il a compris qu'il fallait miser sur Macron et que Merkel appartenait au passé. Donc, il a fait cette visite dans cette optique-là. Et par contre, la fermeté n'empêche pas de faire du business. L'Allemagne, avec la Turquie, a battu tous les records de commerce extérieur l'année dernière, malgré les messages diplomatiques qui ont été envoyés. Donc, cette idée qu'il faut ménager la chèvre et le chou et tempérer un peu les critiques au nom d'un certain réalisme économique. Mais pourtant, Macron, il a dit en tête-à-tête, j'ai été très ferme avec le président Erdogan. Donc, on ne sait pas ce que ça veut dire, mais en tout cas, il a annoncé la couleur sans vouloir en parler, détailler le contenu de cette discussion. Je suis pas sûr que ça soit le cas, très honnêtement, pour avoir suivi un peu dans le détail. Il a été très ferme sur quelle question exactement. Personne n'a la réponse. Il a glissé sans doute une liste d'opposants qu'il aimerait voir libérés. On sait que il a soufflé le nom d'Osman Kavala, entre autres, mais cette politique-là aussi est très très critiquable. On a aujourd'hui une situation qui est, on le rappelait tout à l'heure par les chiffres, qui est extrêmement vertigineuse. Enfin, le président de la Cour de cassation qui déclare qu'il y a 7 millions de suspects de terrorisme dans le pays, 7 millions de suspects. Donc c'est pas en glissant 3 noms, je dirais, sous une table à l'abri des caméras qu'on va modifier la manière dont l'état de droit est piétiné aujourd'hui en Turquie. Moulad Papazian, avant de faire intervenir Frédéric Ancel, qui est déjà au téléphone avec nous. Non, moi je pense que ne nous trompons pas. Je pense que Macron, au cours de la conférence de presse, s'est positionné exactement de la manière dont il voulait se positionner. Il n'a pas été impressionné par le président de la République turque. Je crois qu'il a voulu être très clair sur la question de l'Union européenne, même si on peut dire que la question de l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne est jouée, mais en tout cas, il a été très très clair là-dessus. Mais il n'a fait que dire ce que Sarkozy disait il y a 10 ans. Mais il l'a dit de manière très forte. Mais rappelons aux auditeurs ce qu'il a dit. Il a dit que la Turquie ne rentrerait pas dans l'Union européenne, très clairement. Arrêtons l'hypocrisie. Il faut dire la vérité au peuple turc, que la Turquie ne rentrera pas dans l'Union européenne. Voilà, il a dit clairement. Mais on fera autre chose avec la Turquie. On aura, à mon avis, pas privilégié. Voilà, à mon avis, il a réouvert la piste de Sarkozy qui proposait un partenariat privilégié. Là, il a été très clair. Sur la question des droits de l'homme, lorsqu'il s'est exprimé pendant sa conférence de presse, il a dit les droits de l'homme, c'est pas une partie, c'est une entièreté. Donc, je serai vigilant, etc. On en a discuté avec le président de la République. C'est pas ça. Ça, n'importe quel dirigeant peut le dire. C'est pas ça. En réalité, la conviction qui est portée par un certain nombre d'analystes, c'est que il est rentré, c'est là où c'est plus important à la Toragnan, il est rentré dans un deal avec le gouvernement turc parce que Emmanuel Macron veut que la France et lui-même jouent un rôle de leadership en Europe. Oui. En accord avec l'Allemagne, puisque sur un certain nombre de sujets, il y a un partage des rôles entre la France et l'Allemagne. Vous verrez avec la nomination de Martin Schulz, dans les jours qui viennent, il va y avoir un vrai partage des rôles entre la France et l'Allemagne. Et sur ce sujet-là, qui est un sujet délicat, Macron a envie de prendre le leadership. Parce que c'est un problème de sécurité important pour l'Europe et pour les Français. Il a envie de prendre le taureau par les cornes. Et il pense qu'il pourra avoir ce deal avec Erdogan, qu'il le respectera. Il a cette conviction parce qu'il a la conviction que rien ne peut lui échapper à un moment donné. Voilà. Donc, un léger excès de confiance, peut-être. Oui, avec un excès de confiance, probablement, parce que lui ne connaît pas la Turquie. Pas du tout. C'est pas du tout son sujet, c'est pas sa culture, c'est pas son passé, etc. Il ne sait pas. Il pense que en ayant cette relation
personnel, privilégié, de connivence avec Erdogan, il va pouvoir faire bouger les choses, obtenir la libération de certains journalistes, faire améliorer les choses pour Osman Kavala, etc., etc. Voilà, il a cette conviction forte là. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle aussi, il n'a absolument pas parlé des Arméniens. Alors qu'on a un rendez-vous avec Emmanuel Macron le 30 janvier prochain à l'occasion du dîner du CCAF, alors qu'il est venu le 24 avril entre les deux tours exprimer son respect à la mémoire des 1 500 000 victimes du génocide arménien, mais évidemment, c'était pas du tout à l'agenda. On peut effectivement s'offusquer, on peut taper du poing sur la table, il faut le faire, c'est notre rôle, mais on doit aussi comprendre quelle est l'analyse du moment, du point de vue du président de la République. On n'est pas d'accord, on va s'exprimer, on s'est exprimé déjà, d'accord ? C'est notre rôle, on le fera, mais il y a des points d'analyse qu'on ne peut pas ignorer. Alors, nous allons essayer de voir un peu plus largement cette question de cette visite d'Erdogan à Paris le 5 janvier dernier avec Frédéric Ancel. Frédéric Ancel, bonjour. Bonjour. Vous êtes au téléphone avec nous et la première question qui se pose, d'abord pour comprendre les choses, où se trouve la Turquie sur l'échiquier géopolitique, alliée de la France au sein de l'OTAN, quelles sont les relations avec les États-Unis aujourd'hui, avec la Russie, avec l'Iran. Donc c'est très compliqué. Où est la Turquie et pourquoi cette visite, dans ce contexte, cette visite en France? Mais justement, le vrai problème, c'est qu'on ne sait plus où se trouve la Turquie. Et c'est un véritable problème lorsque, officiellement, nous sommes alliés. Tu sais, moi, je fais de la géopolitique depuis 25 ans. Je n'aime pas le galvaudage et le manque de rigueur. Une alliance militaire, ça signifie quelque chose d'extraordinairement précis. Ça signifie des responsabilités. Ça signifie le respect d'un certain nombre de politiques communes. Or, vos auditeurs, et vous le savez parfaitement, la Turquie fait partie de l'OTAN, la France aussi, les États-Unis également, et 28 autres États. La Turquie, depuis plusieurs années, sur différents théâtres d'opération, ne respecte pas l'alliance, qui, en tout cas un certain nombre de clauses extrêmement claires et explicites de cette alliance, et je pense notamment à la situation en Syrie, en Irak, et à la fameuse base d'Inchirlik qui est quasi systématiquement fermée aux aviateurs de cette alliance. Ça, c'est un véritable problème parce que je rappelle qu'Erdogan était venu à Paris, pas seulement, mais aussi en tant qu'allié. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est une politique. La Turquie aujourd'hui se situe, notamment vis-à-vis des groupes islamistes radicaux, y compris du pire d'entre eux ces dernières années, à savoir Daesh en 2014-2015 au moins. La Turquie, puisque vous me posez la question d'où elle se situe, s'est située nulle part. Et nulle part face à Daesh, ça veut dire une véritable complaisance. Et au moins en 2014 et 2015, jusqu'à ce que ses alliés occidentaux finissent tout de même par lui taper réellement sur les doigts, eh bien la Turquie a eu une politique que j'ai qualifiée à plusieurs reprises et publiquement de complaisante vis-à-vis de l'islamisme radical et donc de son fer de lance qui était Daesh, mais pas seulement. Souvenez-vous de ce qui se passe là lors de la deuxième année du déclenchement du printemps arabe, donc 2012 pour l'essentiel, 2012 et 2013. Vous avez l'avènement des frères musulmans au pouvoir dans un certain nombre d'États arabes. Eh bien, la Turquie de M. Erdogan a systématiquement soutenu les frères musulmans. Or, aujourd'hui, cette confrérie fanatique est quand même mieux connue des Occidentaux qu'il y a encore quelques décennies de cela, et on sait parfaitement quel est le degré de dangerosité politique des frères musulmans, notamment à travers le Maghreb, le Mashrek, mais aussi jusqu'au Pakistan. Ça, c'est le deuxième problème. Le troisième problème, c'est évidemment la question kurde. Aujourd'hui, la Turquie mène une véritable guerre, non seulement contre le PKK, sur lequel il peut y avoir des débats d'ailleurs. Le PKK est officiellement considéré comme un groupe terroriste par les États occidentaux. On peut en discuter, je ne suis pas loin de le croire aussi d'ailleurs. Mais il n'y a pas que le PKK qui lutte contre la guerre menée par, certains l'appellent terrorisme d'État, menée par la Turquie, non seulement sur le territoire d'Anatolie orientale, mais aussi, là aussi on l'a vu ces dernières années, avec notamment l'épisode tragique de Kobané, en Syrie et en Irak. Et enfin, mais je ne le dis pas que sur votre antenne, et vous le savez bien, aujourd'hui je constate que contrairement à ce qu'on a pu espérer
lors de l'avènement de l'AKP au pouvoir en 2002-2003, sur la question non seulement de la reconnaissance du génocide arménien, mais du blocus maintenu sur le vis-à-vis de blocus économique et commercial maintenu vis-à-vis de la République d'Arménie. On est là sur une politique qui non seulement est moralement inadmissible, mais qui encore une fois, et la boucle est bouclée, j'en finis, contrevient totalement à ce qu'en principe les Européens, via le Parlement, mais via en réalité les gouvernements de pratiquement tous les États européens, ont toujours considéré comme étant à tout le moins honorable. Alors Guillaume Perrier, peu importe ce qu'on appelle ça une aide ou une complaisance vis-à-vis de ces extrémistes, les djihadistes, etc., c'est plutôt, on peut dire, c'est l'État turc en tant que tel qui est complaisant, ou ce sont à l'intérieur du système des groupuscules, des forces qui mettent en place l'aide à Daesh, s'il s'avère que c'est vrai, on en a quelques témoignages, ou la complaisance vis-à-vis de certaines... C'est évidemment des intérêts qui sont au cœur de l'État. On l'a vu avec les camions du mythe, les camions des services secrets qui acheminaient des armes donc à des groupes radicaux. Il se trouve que l'un de ces groupes qui a bénéficié de ces armes, qui a été identifié par un journaliste de Cumhuriyet, le journaliste de Cumhuriyet a été mis en prison. Il se trouve qu'un de ces groupes a ensuite est parti avec les mêmes armes à Raqqa rejoindre l'État islamique 6 mois plus tard. Donc oui, il y a eu des liens, il y a eu une aide logistique, financière, des armes, des combattants. Des entraînements, nous dit-on au début du... C'est possible, c'est évidemment le genre d'informations qu'il est impossible à vérifier, sur lesquelles il y a toutes sortes de théories, donc il faut pas non plus en tirer de grandes conclusions, mais il y a eu évidemment en Turquie, au sein de la Turquie, au sein des services secrets notamment, des forces de police, un certain nombre de liens avec des militants de l'État islamique, c'est évident. Il y a aussi beaucoup de Turcs, de ressortissants turcs qui sont partis combattre en Syrie. Alors Daesh, c'est une chose, mais moi je pense que les liens ont été beaucoup plus forts avec d'autres groupes, et notamment avec la mouvance Al-Nosra. Jusqu'à début 2016, il y avait encore des combattants d'Al-Nosra hébergés dans des camps de réfugiés en Turquie. J'en ai vu, j'en ai interviewé, donc qu'on ne me dise pas que ça n'a pas existé, parce que pour le coup, je l'ai vu de mes propres yeux. Il y avait une proximité très forte qui n'était pas qu'idéologique. Je pense que c'était d'abord de l'opportunisme de la part d'Erdogan, et une façon pour lui de peser dans l'après-régime Assad, puisqu'il s'imaginait comme tout le monde qu'Assad allait tomber très vite et qu'il fallait installer un pouvoir qui lui soit loyal. Donc c'est ce qu'on voit depuis des mois dans le nord de la Syrie. La Turquie est en train d'installer ses pions, d'avancer ses pions dans la région d'Idlib. Il y a un certain nombre d'endroits où la Turquie a clairement colonisé une partie de la Turquie et de la Syrie, et ça c'est une avancée très importante pour elle. Alors, en attendant de rétablir le contact avec Frédéric Ancel, donc apparemment nous l'avons perdu, je rappelle nos auditeurs qui peuvent nous appeler pour poser leurs questions ou apporter leurs analyses au 01 43 53 20 74 01 43 53 20 74. Alors, il reste une autre question, c'est que s'il y a une rencontre entre Erdogan et Macron aussi sur le volet syrien, on doit savoir ce que cherche Erdogan en France sur ce dossier-là, parce que on sait que Erdogan a tout perdu, il a misé sur une victoire écrasante à l'instar de ce qui s'est passé dans d'autres pays arabes. Bachar al-Assad, aidé par les Iraniens et les Russes, a bien tenu, donc là il est toujours là, et Erdogan essaie de trouver d'autres voies. Et il se trouve qu'il essaie de trouver des voies avec les Russes et les Iraniens, et ça agace un petit peu Macron, qui estime que cette alliance n'a pas à se poursuivre. Alors, qui veut répondre à cette question, Erdogan à Paris sur le dossier syrien? Guillaume Perrier. Oui, je crois qu'il cherche clairement une alliance sur le dossier syrien, même si, comme vous l'avez dit, aujourd'hui l'alliance stratégique elle est avec la Russie et avec l'Iran. Alors c'est quand même assez particulier, ces fameuses zones de désescalade qui ont été mises en place après la conférence d'Astana. On voit aujourd'hui que la Turquie, donc cette fameuse zone de désescalade dans la région d'Idlib, c'est en train de devenir une zone d'escalade
djihad plutôt que l'inverse. Donc il y a des tirs par exemple contre la région d'Afrin, la région d'Afrin qui est tenue par les Kurdes. On voit que la Turquie finalement instrumentalise aussi ce processus pour mener sa politique de toujours, qui est d'empêcher la création d'une zone kurde dans le nord de la Syrie. Et depuis le début de la guerre, c'est son unique obsession. Ce qui explique que la question de Daesh, la question des djihadistes, elle passe largement au second plan. Et ça, il n'y a aucun mystère qui est fait par Erdogan à ce sujet-là. On le voit au moment de la conférence de presse. Vous critiquez l'envoi des armes à des djihadistes, très bien, mais et quid de l'envoi de 4000 camions aux terroristes kurdes dans le nord de la Syrie? Donc Erdogan revient toujours sur ce dossier-là. Mais Erdogan, il dit, allez voir les Américains, ce qu'ils envoient... C'est ça, il parle de ça, effectivement, de ce qui est envoyé aux Kurdes. Donc Erdogan remet toujours, si vous voulez, dans la balance la question kurde par rapport à la question djihadiste. Et c'est vrai que les Occidentaux n'ont pas d'argument par rapport à ça, parce que la menace terroriste n'est pas la même, c'est évident. Mais pour la Turquie, on perçoit la chose inversement. Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Si Emmanuel Macron annonce que le PKK est une organisation terroriste, si Erdogan a cette visée, c'est-à-dire empêcher la mise en place d'un nouvel État ou d'une région autonome kurde au nord de la Syrie, est-ce que cela signifie automatiquement qu'il y a sur ce dossier une alliance franco-turque et donc une des opérations françaises contre les Turcs, contre les Kurdes, pardon. Il y a une volonté, en tout cas, d'arriver à un point de convergence, mais il faut pas oublier que les forces spéciales françaises sont sur le terrain, aux côtés des Kurdes et aux côtés des Américains, dans le nord de la Syrie. Les forces spéciales françaises aident les Kurdes sur le terrain, et Erdogan s'est bien gardé de le rappeler et de critiquer la France de ce point de vue-là. Donc la France n'a pas une position très différente des États-Unis sur le sujet, mais Erdogan essaye, en tout cas, de créer une division au sein du monde occidental pour avoir une position plus proche de la France. Mais pour l'instant, ça n'a pas de conséquences directes sur le terrain. Je pense que ce que recherche Erdogan, c'est surtout des avancées sur le sol français. De ce point de vue-là, la question kurde en France n'a pas été évoquée, elle a soigneusement été évitée, alors qu'il y avait quand même des milliers de Kurdes qui marchaient le lendemain dans les rues de Paris. La question des opposants politiques qui sont réfugiés en France n'a pas été abordée, et on sait que c'est un dossier qui est un petit peu ennuyeux pour Paris. L'asile politique tarde à être accordé à un certain nombre de journalistes, d'universitaires, de gens proches de Fethullah Gülen qui sont en France et qui pour l'instant se demandent un petit peu s'ils ne sont pas menacés. Voilà, il y a un certain nombre de dossiers comme ça. Erdogan a aussi parlé de la question des imams turcs dans les mosquées françaises. Il y a cet institut de formation du Diyanet qui va ouvrir à Strasbourg et qu'Erdogan va sans doute venir inaugurer cette année. Il y a également la question des prochaines élections européennes. Et ça, Erdogan, au cours de sa visite, a clairement exprimé les choses. Il a dit: je veux que aux prochaines élections, il y ait 3 franco-turcs qui soient élus au Parlement européen, et je m'occuperai de leur candidature. Donc voilà, les choses sont très claires, et je pense que c'est sur ces dossiers-là qu'Erdogan pousse ses pions. Alors, pour clore ce dossier syrien, est-ce que le fait que la France soit, mais pas sous Macron, même avant, soit mise un petit peu à l'écart dans les grandes discussions autour de la Syrie? On a vu la présence de la Russie à un moment donné, les accords entre Lavrov et Kerry à l'époque, où Fabius était tout simplement écarté. Est-ce que c'est le retour de la France? C'est ça la volonté de Macron quand il parle d'Astana? Il dit: ça n'a pas marché entre vous, Turcs, Iraniens et Russes. Nous, il faut qu'on soit présents. Je crois que Macron et Erdogan aussi, tout le monde a compris que c'était Poutine qui dictait le jeu aujourd'hui. Donc ça, c'est un fait sur la Syrie. Et Erdogan s'est lui-même mis en situation de dépendance par rapport à la Russie. Donc il est aussi obligé de rééquilibrer un tout petit peu sa position. Voilà, il sait très bien que son alliance avec Poutine, elle pourra voler en éclats du jour au lendemain. D'ailleurs, on voit déjà que Poutine n'a pas l'air prêt à céder au chantage d'Erdogan sur la question kurde, puisqu'il y a cette question qui se pose en Syrie. Donc voilà, c'est une question de rééquilibrage. Encore une fois, Erdogan passe son temps à faire le balancier entre l'Occident et une alliance avec les pays du groupe de Shanghai. Donc à partir du moment où l'alliance avec la Russie prend trop d'importance, il va forcément chercher à rééquilibrer de l'autre côté. Alors 01 43 53 20 74, c'est le numéro de notre régie. Vous pouvez nous appeler pour poser vos questions ou apporter vos analyses. À la Touragnan, Chypre, quand même, c'est un scandale. C'est un scandale pour les Européens. Personne ne se souvient qu'il y a un État européen occupé, et il y a des visites turques à Chypre Nord de la part. Je veux dire, personne n'en parle. Comment ça se fait? Que dire de ça? Oui, ça va avec le reste.
Vartan, ça va avec le reste. Et encore les Arméniens sont dehors, mais les Chypriotes. Il faut y voir ce que j'essayais de dire tout à l'heure, peut-être en m'énervant un petit peu, parce que c'est vrai qu'on le vit un peu mal. Le pragmatisme, vraiment moralement et probablement aussi politiquement, moralement condamnable et politiquement à long terme contre-productif de la politique du Quai d'Orsay vis-à-vis de l'État turc. Et la capacité aussi extraordinaire, formidable, historique de la Turquie de jouer sur les contradictions entre les uns et les autres. Elle l'a toujours fait. Elle a joué l'Europe contre les États-Unis, comme l'a dit Guillaume au début de l'entretien, à un moment donné où ça va mal avec les États-Unis. De la même manière, n'oublions pas qu'il y a 2 ans, il y avait un avion russe qui avait été abattu en vol par la Turquie. On était à un moment de contradiction extrêmement forte entre Erdogan et Poutine, qui jouaient tous les deux à qui avait les plus gros muscles sur la région. Et maintenant, on a l'impression qu'il y a une forme de concertation. Donc, la politique étrangère d'Erdogan est extrêmement opportuniste. C'est lui qui mène la danse, c'est lui qui donne le là, et c'est ce qui me choque un petit peu dans tout ça, c'est que la France, à un moment donné, qui est quand même une grande puissance, encore, même si elle est en difficulté, ne fait pas preuve de la fermeté. D'ailleurs, on en avait parlé dans le communiqué du CCF, qu'on serait en droit d'attendre. Et le rôle, je pense, des démocrates français, de tous les camps, quelles que soient les organisations ou la tendance politique, est quand même de rappeler, de faire contrepoids à cette tendance historique, traditionnelle, de la complaisance envers l'État turc, qu'on a vu d'ailleurs à chaque début de mandat. En France, depuis 15 ans, les nouveaux arrivants, les nouveaux locataires de l'Élysée ont une idée géniale. Et si on se rabibochait avec la Turquie? Pourquoi se rabibocher avec la Turquie? Parce qu'avec le mandat précédent, on est arrivé en fin de mandat à des tensions extrêmement fortes. C'est ce qu'a fait Sarkozy en envoyant David Levit en Turquie dès qu'il est arrivé au pouvoir, pour essayer de le rassurer en disant, mais vous savez, la loi de pénalisation du négationnisme, parce que c'était un sujet de conflit, on va l'enterrer, moyennant quoi ensuite il y a eu le rapport Acquayer au Sénat, effectivement on a enterré. En fin de mandat de Sarkozy, c'était quasiment la crise ouverte avec la Turquie, on était presque au bord de la guerre entre Sarkozy et Erdogan, avec la question justement de la pénalisation du négationnisme. Qu'est-ce qu'a fait Hollande en arrivant au pouvoir? On va se rabibocher avec la Turquie. Qu'est-ce qu'on fait? On ouvre 2 chapitres de négociation et on est à nouveau dans ce schéma-là. Macron arrive au pouvoir, il a une idée géniale. Les relations ont pas été terribles en fin de mandat avec la France, même si la France n'a pas été dans une radicalité extrême, à la hauteur de ce qu'on attendait en tous les cas avec Erdogan. Et on va se rabibocher avec la Turquie. Et moi, Macron, qui domine tous les sujets, je me fais fort, effectivement, comme l'a dit Mourad, de venir à bout de cet Erdogan. Moi, je lui souhaite bon courage, mais je crois que les choses sont à un autre niveau. On a affaire à une Turquie qui est quand même structurellement dans un certain nombre de logiques de domination sur le plan européen, sur le plan régional, de violence, une tendance et un tropisme fascisant, appelons les choses par leur nom, et personne ne viendra à bout de ça. Ce qu'il faut au contraire essayer de mettre en œuvre, et c'est ce qui m'a un petit peu énervé dans cette visite, c'est une solidarité européenne, car seule une politique commune de l'Europe face à Erdogan pourra être en mesure de contrebalancer les choses. Or là, on a ouvert une brèche, on a prêté le flanc à de nouvelles manipulations d'Erdogan, qui va à nouveau jouer à loisir sur les contradictions, en misant sur l'un, en misant sur l'autre, en menant la danse, comme il l'a toujours fait. Arrêtons avec ça, Monsieur Macron, arrêtez avec ça. Arrêtons d'être dans de prêter le flanc à
à ces manœuvres d'Erdogan qui ne servent personne, qui font des morts et qui sont à tout point de vue inacceptables, et je dis même qui auront des conséquences à terme sur la politique française en termes de radicalisation nationaliste, de réaction nationaliste extrêmement forte, qui n'iront pas dans le sens des intérêts démocratiques non plus de la France. Nous avons un auditeur en ligne avec nous. Bonjour. Allô, oui, bonjour. Bonjour, madame. J'ai deux questions que je voudrais poser aux intervenants de ce matin. D'abord, j'aimerais savoir, est-ce qu'ils savent qui concrètement inspire la politique turque de Macron? Le Quai d'Orsay, très bien. Il y a aussi des Sherpas. Est-ce qu'on a des noms? Est-ce qu'on peut les donner? Et par ailleurs, je voudrais savoir ce que nos représentants attendent concrètement de la communauté arménienne en France. Est-ce qu'il y a des choses à faire? Est-ce qu'il y a des façons de se mobiliser? Merci madame pour vos questions. Alors la question est posée à vous, coprésident du CCF, Moulad Papazian. Oui, sur la deuxième question de madame, ça nous ramène au propos précédent de Guillaume Perrier sur la manière dont Erdogan en fait souhaite mobiliser effectivement politiser la communauté turque, les organisations turques, ces relais turcs en France. C'est extrêmement important parce que on a assisté aux dernières élections législatives à un fait sans précédent, avec environ 50 à 60 candidats franco-turcs qui sont présentés aux élections législatives en France. C'est quelque chose d'extraordinaire. Le fait que un des piliers d'Erdogan en France, Ahmed Ogrash, ait été devenu président du Centre français du culte musulman. Politiquement, c'est extrêmement important. C'est pas un hasard. Le fait, effectivement, qu'Erdogan, depuis le début, en réalité depuis 2002, se déplace, lui, personnellement, en France et en Europe, pour aller organiser les communautés, pour aller les politiser, pour aller organiser ses propres relais, pour les financer. Mais c'est depuis 2002. Il avait donné le cap. Il y a eu évidemment une évolution personnelle d'Erdogan vers plus de radicalité, etc., etc. Mais dès le début, en fait, le plan était concerté. Donc, que faire? Le plan était organisé. C'est très important, d'abord, de prendre conscience que la France, qui est pour la cause arménienne un champ important sur lequel on a enregistré beaucoup de succès, où la communauté arménienne de France, avec le CCF et ses organisations, a enregistré beaucoup de succès, a réussi à développer avec l'ensemble des forces politiques, les pouvoirs publics, le gouvernement, les présidents de la République, des relations au plus haut niveau. C'est ça qu'Erdogan veut battre en brèche aujourd'hui, c'est abaisser, aménuiser l'influence de la communauté arménienne en France, parce que les combats ne sont pas terminés. Nous n'avons absolument pas décidé d'abandonner la lutte contre le négationnisme. Nous n'avons absolument pas décidé d'abandonner la lutte contre l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne, même si aujourd'hui il y a un consensus, mais malgré tout le consensus peut évoluer à l'avenir. Nous n'avons absolument pas décidé d'abandonner la solidarité aux Kurdes en France, etc., etc. Donc nous sommes effectivement debout sur ces questions-là, et Erdogan, dans sa stratégie d'entrisme politique, veut continuer à nous affaiblir. Ne nous trompons pas, on est dans un face-à-face entre Erdogan et la communauté arménienne en France, et nous devons continuer à nous organiser, nous devons continuer à avoir effectivement cette flamme qui nous permet de poursuivre le combat et de dénoncer à chaque fois qu'il est possible de le faire et auprès de tous nos interlocuteurs politiques. Notre rôle, notre posture, c'est effectivement de dénoncer tout ce que représente Erdogan en France. Mais pas simplement pour les Arméniens, pas simplement pour les Européens, mais pour les Turcs eux-mêmes et pour la Turquie elle-même. Parce qu'en fait, nous ne devons pas être indifférents à l'évolution de la Turquie elle-même. Parce que l'évolution de la Turquie elle-même peut avoir un poids sur l'évolution de la région, Moyen-Orient, et donc du coup également sur l'évolution de l'Europe. Donc tous les États européens, je le disais tout à l'heure, mais ils ont tous envie qu'Erdogan disparaisse. D'accord. Aujourd'hui, Erdogan n'est l'ami de personne. N'est pas l'ami de Macron, n'est pas l'ami de Merkel, n'est l'ami d'aucun dirigeant européen. Ils veulent tous qu'il disparaisse. Mais
entre-temps, effectivement, ils gèrent la situation de manière différente. Donc, pour répondre à madame, oui, nous sommes debout et nous aurons l'occasion, en tout cas, d'exprimer au président Macron en direct devant lui le 30 janvier au cours du dîner du CCAF nos préoccupations, nos objectifs et nos craintes. D'ailleurs, sur l'amitié et les amis d'Erdogan, il vient d'annoncer il y a récemment qu'il faut qu'on change la donne, il faut qu'on ait beaucoup plus d'amis qu'ennemis, parce qu'aujourd'hui on en a plus des ennemis. Donc ça, c'est la déclaration d'Erdogan lui-même. Alors, qui inspire la politique turque de Macron? Y a-t-il des noms? Je ne sais pas, on parle de Le Drian, on parle de... Bon, il y a une tradition du Quai d'Orsay, de toute manière, qui est là, qui est présente, qui est traditionnellement pro-turc depuis 150 ans. On le sait, on l'a eu, nous, en permanence, en face de nous, à chaque fois qu'on a essayé de faire des avancées sur les droits, la lutte contre le négationnisme, etc. À chaque fois, on a le Quai d'Orsay qui bloque. Qui est derrière le Quai d'Orsay? D'où vient cette tradition pro-turque très inscrite, très ancrée dans la politique étrangère de la Turquie? Quels sont les lobbies, qu'est-ce qui ressort de la tradition, qu'est-ce qui ressort des intérêts commerciaux. Bon, difficile à dire pour l'instant. En tout cas, c'est inacceptable. Et moi, ce que je voudrais dire pour compléter un peu ce qu'a dit Mourad, c'est qu'il ne faut pas oublier que nous sommes les petits-enfants des victimes du génocide. Nous sommes évidemment très mobilisés depuis 20 ans sur les questions relatives au développement de l'Arménie, sur la question de la sécurité de l'Arménie, sur la question du Karabakh, etc. Bon, bien sûr, qui sont pour nous des sujets absolument essentiels et qui nécessitent notre mobilisation. Mais nous avons toujours un œil sur ce qui se passe en Turquie, parce que nous venons de la Turquie, parce que l'histoire entre les Arméniens de Turquie exilés aux quatre coins du monde, dans les diverses communautés, et cet hypernationalisme de l'État turc négationniste, etc., qui se construit, qui est dans la complicité directe avec les génocideurs de 1915. Cette histoire n'est pas finie. Elle n'est pas finie pour eux. Elle n'est pas finie pour nous non plus. Elle ne pourra finir que par la justice, que par l'expression de la vérité. C'est pas une politique revancharde. Je précise bien les choses. Mais c'est une question de droit. C'est une question d'expression de la vérité. C'est une question de justice. Et cette justice, elle est absolument essentielle pour nous, pour la dignité des Arméniens dans le monde, pour la leçon politique aussi qu'on doit tirer de ce qui s'est passé, pour l'enseignement qui doit en rester en Turquie, pour ceux qui continuent à souffrir aujourd'hui en Turquie de ce nationalisme turc extrêmement violent. Je pense aux démocrates turcs, je pense également extrêmement courageux. Il y a des gens extrêmement courageux en Turquie, de très très haute volée, de très très haut niveau, et je voudrais leur rendre hommage au moment où je vous parle là, et puis également les Kurdes. Donc nous ne pouvons pas être indifférents. Nous venons de la Turquie. Nous avons la Turquie quelque part chevillée au corps. Elle est dans notre ADN, elle est dans notre sang. Et nous resterons extrêmement vigilants en permanence dans une posture de combat par rapport à tout ce qui relève des atteintes aux droits de l'homme et de l'ultranationalisme de l'État turc et de son chauvinisme et de sa politique expansionniste. Alors, vous avez encore quelques minutes pour nous appeler au 01 43 53 20 74. Guillaume Perrier. Non, un mot là-dessus. Je crois que c'est vrai que c'est très important de ne pas oublier que la Turquie, ça n'est pas seulement Erdogan et le régime turc. La Turquie, c'est aussi effectivement tous ces gens qui combattent au quotidien pour améliorer le sort de leur pays, pour défendre les droits et la démocratie. Mais la Turquie vit aujourd'hui une nouvelle forme d'épuration politique, disons-le. Enfin, il y a aujourd'hui un exode massif, une fuite des cerveaux toute une élite intellectuelle et activiste de tout ce qui faisait le dynamisme et la richesse de la société turque, la société civile il y a encore une dizaine d'années. Toute cette force aujourd'hui est en train de se vider, donc effectivement avec un exode à l'étranger. Mais pour revenir juste sur votre question initiale, qui inspire la politique turque de la France, je crois que justement elle manque sérieusement d'inspiration, et c'est bien le problème. C'est qu'aujourd'hui il y a très peu de spécialistes de la question, il y a très peu de turcophones au Quai d'Orsay, donc on a essentiellement une politique du Quai d'Orsay qui est dictée par des spécialistes du monde arabe, et c'est bien le problème, c'est d'aborder la Turquie sous cet angle-là sans en comprendre les dynamiques et les enjeux.
Donc aujourd'hui, on a d'abord ce constat, et puis ensuite la toute puissance de Jean-Yves Le Drian à la tête du Quai d'Orsay, donc ancien ministre de la Défense, aujourd'hui ministre des Affaires étrangères, mais enfin il est toujours un peu entre les deux, donc visiblement ça quand même ça favorise certains enjeux au profit d'autres. Avec et une vocation aussi commerciale de la France. C'est ça, commerciale, et puis particulièrement tournée vers les contrats d'armement. Donc évidemment les questions de droits de l'homme sont pas très importantes pour Jean-Yves Le Drian, et il ne le cache pas d'ailleurs. Par exemple, les questions de liberté de la presse, il en a vraiment rien à faire. Voilà, donc ça c'est une réalité. Et puis il y a aussi un homme, je pense, assez important sur lequel s'appuie aujourd'hui Emmanuel Macron, c'est Bernard Imier, qui est aujourd'hui le patron de la DGSE, qui est le patron des services secrets français, et qui est l'ancien ambassadeur de France à Ankara, où il a d'ailleurs, à l'époque de Nicolas Sarkozy, beaucoup œuvré à tempérer un petit peu les troubles entre les deux pays. Donc voilà des hommes, en tout cas un homme qui est au cœur en ce moment de la relation franco-turque et qui fait l'interface entre Paris et les services turcs. Alors on peut très bien comprendre que les États ont besoin de s'armer et de se surarmer, mais à quoi ça sert ce contrat d'armement? Il est visé. Quel est le danger qui touche la Turquie actuellement ou dans les années à venir pour s'armer de ces missiles? C'est un choix totalement stratégique et qu'il faut comprendre de ce point de vue-là. C'est que la Turquie est donc dans ce mouvement de balancier entre l'OTAN et la Russie. Elle est très mécontente de la politique de Washington pour tout un tas de raisons. Et donc il y a eu cette signature de contrat avec Moscou sur les fameux S-400 qui sont ce système de défense anti-aérien qui place la Turquie dans une position inédite, c'est-à-dire que membre de l'OTAN, mais qui va acheter le système de défense de l'ennemi, ce qui pose plein de problèmes. Et qui pourrait un jour viser un allié de la Russie. Oui, et surtout l'inverse, c'est-à-dire que la Russie pourrait, grâce à ça, être informée d'un certain nombre de données stratégiques de pays de l'OTAN. Donc c'est quand même une question absolument centrale en termes de sécurité militaire. À l'Arménie. Oui, bien sûr, mais je pense que le risque est plutôt perçu inversement par les pays occidentaux, mais cette question, elle se pose, elle doit être débattue. Il y a un vrai rapport de force sur le plan tactique et militaire. Et que fait la France à ce moment-là? Elle propose à la Turquie une coopération à long terme sur le même programme de missiles, et qui inclut un transfert de technologie. Donc, on va donner à la Turquie les moyens, si vous voulez, d'avoir un système de défense antimissile. Malgré ces hésitations et la signature de ce contrat avec la Russie. Donc il y a là vraiment un choix stratégique déterminant, et on voit que la France joue un peu sur tous les tableaux aussi de ce point de vue-là. Alors avant de parler des actions du CCF pour 2018 et surtout les préparations du dîner, dans quel cadre cela va se passer, avec qui cette année, quelques mots, Guillaume Perrier, dans la tête Recep Tayyip Erdogan. Finalement, vous le dites dans la 4e de couverture, c'est un homme qui a la langue proche du cœur. C'est-à-dire, surtout, il dit ce qu'il pense aussitôt qu'il le pense. Oui. Ça résume un petit peu. C'est effectivement. Alors c'est la manière dont me le décrit Hussein Bechli, qui est l'un de ses compagnons de route depuis une 50aine d'années quasiment. Il a été son conseiller en communication pendant 25 ans. Il a écrit la plupart des grands discours d'Erdogan, et c'est la manière dont effectivement il me le décrit. Alors je dirais que c'est la démonstration qu'il a faite à l'Élysée la semaine dernière. C'est quelqu'un qui est très éruptif, très colérique, très sanguin, et c'est un trait de son caractère définitivement. Il a aussi beaucoup joué de ce trait de caractère finalement, parce que c'est devenu un élément de son identité et presque le signe de son attachement au peuple turc. Voilà, la Turquie populaire adore ce genre de sortie d'Erdogan qui montre les muscles, qui tape du poing sur la table. Et là, quand il a invectivé un journaliste français, la réaction dans les médias turcs, ça a été
Vous voyez, j'ose dire les choses à ces soi-disant journalistes qui soutiennent le terrorisme en Europe. Donc voilà, ça c'est un trait de caractère avec lequel il joue dans sa communication. Maintenant, il serait trop simple de penser qu'Erdogan n'est que ça et n'est que un volcan qui de temps en temps comme ça a une éruption. Je pense que c'est une personnalité très complexe finalement, et cette enquête m'a permis de mieux le comprendre aussi, toute la complexité du personnage, les différentes influences et les ressources idéologiques avec lesquelles il joue finalement comme un jongleur. Il a une souplesse d'esprit extrêmement importante, enfin voilà, un opportunisme, mais ce qui lui permet de dire tout et son contraire du jour au lendemain avec un aplomb et une assurance très importante. Voilà, donc c'est quelqu'un d'assez insaisissable finalement, et quand on regarde, il n'y a pas une ligne très claire de son évolution. C'est quelqu'un qui s'adapte aux circonstances et qui est capable de changer de cap plusieurs fois. Et il sera là jusqu'en 2029, c'est son souhait en tout cas? C'est son souhait, oui. Il va briguer sa propre succession l'année prochaine aux présidentielles législatives. Donc oui, il y a sans doute il a encore en tête au moins de faire 2 mandats maintenant. On le disait tout à l'heure, c'est quelque chose d'extrêmement imprévisible. Parce que la Turquie elle-même est imprévisible. La Turquie est imprévisible. Le coup d'État, il y a eu juillet 2016. Alors, est-ce que c'est un coup d'État de Fethullah Gülen ou pas? Personne ne le sait encore parce qu'on n'a pas de certitude là-dessus. Certains pensent même, probablement, puisqu'il a un côté machiavélique, que c'est probablement ce cadeau de Dieu, c'est lui qui l'a inventé. Tout est possible. Tout est possible. Toutes les questions restent sur la table. On n'a pas les réponses, mais ce qui est sûr, c'est qu'Erdogan, depuis un certain nombre d'années, a introduit une forme de violence dans la politique. La manière de gouverner repose sur la force et sur la brutalité de ce régime et de sa répression. Donc cette violence ne peut que se retourner contre lui. On l'a vu au moment de la tentative de coup d'État. On l'a vu à d'autres moments. La confrérie de Gülen n'a plus que des armes assez radicales pour aujourd'hui tenter de renverser Erdogan du pouvoir, et tous ses adversaires sont à cette position. Donc on a aujourd'hui une scène politique très violente. C'est la seule issue qui leur reste pour renverser c'est un constat, oui, ça n'est pas une issue d'un autre côté, mais évidemment oui, il y a plus de lutte possible par les institutions, par la démocratie. Tous les partis politiques, les 3 partis politiques qui sont au Parlement dans l'opposition sont tous en train d'être soit avalés, soit mis en prison, soit voilà. Donc il y a plus de lutte démocratique possible aujourd'hui en Turquie, étant donné l'ambiance, l'atmosphère qu'a instauré Recep Tayyip Erdogan. Il a en plus la maîtrise des réseaux internes, pas seulement islamistes. Oui, alors surtout des équilibres en fait. C'est quelqu'un dont la force repose là-dessus et la continuité au pouvoir repose essentiellement là-dessus. C'est qu'il est parvenu à chaque étape, à chaque scrutin, à recomposer, si vous voulez, le paysage politique turc et à toujours se trouver du côté de la majorité. C'est-à-dire que un coup il est avec les gulenistes contre les militaires, ensuite les gulenistes deviennent l'ennemi et donc il se réconcilie avec l'ancien État profond qu'il avait mis en prison 10 ans plus tôt. Ensuite, il fait une alliance avec les nationalistes. Un moment, il se sert des Kurdes contre les Kurdes. Un moment, il se sert des Kurdes contre les nationalistes. Et puis ensuite, c'est l'inverse. Quelle sera l'alliance de demain? On peut pas encore le prédire parce qu'il est quand même capable de tout de ce point de vue-là. Mais la menace qui s'annonce, c'est ça, c'est le conflit de demain pour Erdogan. Ça sera le conflit contre les néo-nationalistes de Perinček, qui ont aujourd'hui pris une place prépondérante au sein de l'appareil d'État, qui sont les artisans de ce rapprochement avec la Russie, qui ont une grande influence sur la police, l'armée et le renseignement. Et ça, c'est le conflit de demain au sein de l'État turc, et on peut penser qu'effectivement, à partir du moment où ces gens vont prendre trop d'importance, Erdogan sera obligé de trouver d'autres alliés pour s'en débarrasser. Donc voilà, on est dans une purge permanente, mais qui correspond à une réalité qui est celle de l'État turc depuis toujours, et bien avant Erdogan. Mais quand vous dites qu'il est insaisissable, on peut très bien dire qu'il y a quelque chose qui est fortement saisissable, c'est son infidélité. C'est-à-dire que hier, il était contre Poutine et le lendemain, ça devient un allié, de circonstance bien sûr. Un jour, il va en couple à Damas pour un petit déjeuner avec le couple Assad, et puis le lendemain, ils veulent virer du pouvoir. Donc, au moins, on sait qu'il n'est pas fidèle aux alliances.
Oui, il est opportuniste. Voilà, mais bon, je crois que c'est vrai aussi dans le cas de Poutine et dans le cas d'Assad. Ils ont aussi eux-mêmes été maîtres dans cet art de jouer avec les uns et les autres. Donc voilà, Erdogan est aussi dans cette optique. Effectivement, il a à la fois cette haine de toute forme de trahison, hein, ça le met dans une colère noire. On l'a vu encore récemment avec les journalistes accusés d'être proches de Fethullah Gülen, etc. Enfin, il y a vraiment, il est toujours toute trahison le pousse à une forme de vengeance extrême. Donc, on est toujours dans quelque chose d'extrêmement passionnel dans ses rapports en politique. Au moment où il était, à un moment donné, on disait qu'il il mettait fin un peu à l'unicité de l'État turc, malgré lui, hein, parce que les Kurdes prenaient de l'ampleur, ils arrivaient à tenir tête contre lui. Est-ce qu'on peut considérer que pour les Kurdes, ça en est fini en Turquie, ils peuvent plus relever la tête, en tout cas pour les dizaines d'années à venir? Non, je crois pas qu'il y ait quoi que ce soit de définitif. Encore une fois, on est dans une situation extrêmement dure, effectivement, où on a un État très fort aujourd'hui, de nouveau très centralisé autour de la figure présidentielle, mais les Kurdes ont eux aussi, je dirais, bénéficié d'une grande force. Hein, c'est c'est leur aventure syrienne. Hein, et aujourd'hui, ça leur donne une force incomparable et ça aura des répercussions effectivement sur ce qui se passe en Turquie. Les Kurdes en Syrie aujourd'hui sont extrêmement nombreux. Militairement, c'est une organisation avec laquelle la Turquie sera obligée de compter. Et la non-fidélité aux États-Unis, la fin de l'alliance stratégique avec la Turquie, la remontée probable demain des Kurdes, est-ce que c'est peut-être un risque pour Erdogan ? Avec les États-Unis, oui, c'est un risque. Je pense qu'il a d'ailleurs bien compris que la rupture avec l'OTAN n'était pas vraiment une bonne idée pour lui. Encore une fois, on est dans un mouvement de balancier permanent. Erdogan a besoin, la Turquie, de par sa position géographique et stratégique, a besoin d'avoir un pied du côté russe et un pied du côté de l'OTAN. Et donc, on est dans ce rééquilibrage permanent. La Turquie était trop dépendante de Washington. Aujourd'hui, elle bascule du côté de Moscou. Ça fera le chemin inverse dans quelques temps. Donc, dans la tête de Recep Tayyip Erdogan, j'espère que nous aurons l'occasion d'en reparler ensemble. Avec plaisir. Autour de cette table. Murat Papazian, Alatoranian, le dîner le 30 janvier prochain. Donc, on le dit, hein, c'est devenu une tradition maintenant. Les présidents de la République sont présents et cette année-là, on nous parle de présence assez massive de présidents actuels et présents et passés. C'est le cas, Alatoranian? En tout cas, il y aura le président de la République actuel, oui. Emmanuel Macron, qui nous a finalement assez rapidement confié qu'il viendrait effectivement au dîner du CCAF. Il s'y était engagé lorsque nous l'avons vu avec Alatoranian le 24 avril dernier, où nous avions indiqué effectivement que maintenant les présidents de la République honorent de leur présence le dîner du CCAF, qui est devenu une tradition. Et donc Emmanuel Macron sera là, c'est important. C'est très important. Donc il l'a confirmé. Il l'a confirmé depuis quelques mois déjà, donc c'est le cas. Il sera présent avec une délégation de parlementaires de tous les courants, comme d'habitude, de ministres, de personnalités politiques, intellectuelles, représentants de communautés, des grands journalistes, des patrons de médias. Donc ça sera comme les années précédentes, un grand moment pour la communauté arménienne, ce dîner, parce que c'est l'occasion effectivement pour nous d'exprimer devant tout ce monde les préoccupations du moment, nos craintes, nos espoirs, l'ordre du jour de la communauté arménienne, du peuple arménien en général, parce que 2018 doit être une grande année pour le peuple arménien, pour l'Arménie. Et donc, c'est un moment de donner un grand accélérateur, je crois, au développement du monde arménien. L'an dernier, à Alatoranian, le monseigneur Shahan Sarkissian, le monseigneur des Arméniens de Syrie à Alep, était à l'honneur. Est-ce que cette année, on met à l'honneur quelqu'un durant ce dîner ? Oui, nous avons décidé de mettre à l'honneur Serge et Beat Klarsfeld, pour
pour toute une série de raisons qui tiennent à leur engagement dans la lutte contre les nazis, dans la défense de la mémoire de la Shoah, leur présence constante et permanente dans toutes les mobilisations de la communauté arménienne, leur engagement auprès de nous, leur position de principe général sur la question génocidaire et la solidarité donc qu'ils ont manifestée. Donc on a pensé que c'était des personnalités exceptionnelles dans le paysage français et qu'il fallait absolument leur rendre hommage parce que la communauté arménienne, nous dans nos combats également, nous avons aussi beaucoup appris de leur exemple et c'était une manière de leur dire merci. Et par rapport au dîner du CCAF, je crois que Mourad a tout dit. Juste oublié de dire que Guillaume Perrier sera présent. Et 2 mots sur les grandes lignes de l'action du CCF en 2018. Nous sommes nous avons en 2018 des rendez-vous qui sont extrêmement importants, comme Mourad l'a esquissé, c'est l'année aussi du 100e anniversaire de l'indépendance de l'Arménie, donc je pense que le CCF sera probablement mobilisé à ce moment-là. Nous avons la continuation bien sûr de nos combats, la vigilance particulière que l'actualité nous commande d'exercer effectivement par rapport à la Turquie. Et là, je crois qu'on peut mutualiser et fédérer un certain nombre d'engagements sur cette question qui est extrêmement préoccupante à tout point de vue et pas seulement du point de vue arménien. Donc, je pense que là, on aura peut-être très probablement d'ailleurs une action à mener et qui ne sera pas seulement réduite à la commémoration du 24 avril prochain. Et puis, il y a toutes les questions qui ont aussi qui sont plus souterraines, qui sont moins voyantes, mais qui ont aussi trait à notre survie, à notre organisation en tant que communauté, la question de nos écoles, la question de notre survie culturelle, de ce qui constitue pour nous quand même un devoir, non pas que le fait de plaider de vouloir absolument renforcer une particularité parce que c'est une particularité et quelque chose pour nous d'important, mais c'est d'autant plus important que cette identité arménienne a été menacée, que c'est notre responsabilité et vit toujours dans la menace et que c'est notre responsabilité à nous politiques de la maintenir vivante. Et donc évidemment on est dans cet engagement-là. Merci Arat Oranian, merci Mourad Papazian, coprésident du CCAF, merci Guillaume Perrier, je rappelle votre livre Dans la tête de Recep Tayyip Erdogan, merci à Frédéric Ancel qui a été avec nous pour un court moment et j'espère que nous aurons l'occasion de reparler avec lui autour de cette table de son livre, donc Mon dictionnaire géopolitique au PUF, et il sera le 25 janvier à la Maison de la culture arménienne d'Alfortville pour rencontrer le public donc et pour dédicacer et signer ses livres. Merci à vous tous de nous avoir suivis et à la semaine prochaine. Carte sur table. Une émission proposée par Hype FM.